va continuer avec Madame Depagne. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai zappé le moment photo. Hein. Désolée, c'est bien moi. Faut double-cliquer. Oui. Pardon. Pour rebondir simplement sur le... Pourquoi ça marche pas? Pour rebondir sur le nombre de praticiens, de soignants et d'ortho, de kinés, d'ergo en réa, qui a un ortho dans sa réa? Une. Ok. À temps plein? À temps plein. Ok. Vous avez de la chance. Donc, moi, je suis orthophoniste. Vous avez mon mail, v.despagnettefree.fr, si le diaporama vous intéresse. Je suis ortho, j'ai fait un master de coordination du parcours de soins. Donc, rapidement, je vais me présenter, parler un peu de l'orthophonie. Et puis ensuite, rentrer plus dans le vif du sujet, puisqu'on m'a demandé de parler avec un point d'interrogation, quelle est la place de l'orthophoniste en réanimation? Je suis partie du parti pris qu'il y a une place pour l'orthophoniste en réanimation. Donc, je suis diplômée il y a 22 ans, donc pas vieille, mais expérimentée. Je suis spécialisée en neurologie adulte, en voix et en déglutition. J'ai travaillé à Meaux en neuro, un peu d'exercice mixte en libéral, puis à l'hôpital Sainte-Périne, donc sur la région parisienne, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Actuellement, en réanimation, médecine, chirurgie obstétrique à Argenteuil et en MPR. Je suis toute seule sur l'hôpital, 650 lits. Voilà. Je suis en cours de mutation, pas pour cette raison, pour des raisons personnelles, d'équilibre, vie familiale et professionnelle. Donc les orthophonistes, nous sommes 25 000, 26 000 peut-être maintenant. Les coordonnées, le nombre remonte en 2019 avec l'adresse. Et nous ne sommes que 1876 hospitaliers, équivalent temps plein. Sur la région parisienne, on doit être 150 à s'occuper des adultes, donc prise en charge adulte. Donc l'ortho, c'est une formation universitaire. Depuis 2018, on est Bac+5, les vœux Parcoursup, l'examen oral. Et on n'a pas d'ordre. On a une fédération, la FNO, qui s'occupe de nous défendre. Donc l'orthophoniste, rapidement, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache. A priori, j'espère que vous êtes en réa, mais que l'orthophoniste, ce n'est pas que pour les enfants, même si c'est une large part de notre activité en libéral. Donc le grand public répond quoi lorsqu'un journaliste, une radio avait interrogé le grand public? Ah oui, c'est pour les oreilles. Oui, je connais, le fils d'un copain va chez une orthophoniste. Oh là là, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Ça fait 6 mois que j'en cherche un pour mon père qui a fait un AVC. C'est génial, hein, depuis que l'ortho vient voir ma mère Alzheimer à la maison, elle communique mieux. Une professeure qui dit, vous savez, j'ai tellement forcé sur ma voix que je ne pouvais plus parler. L'ORL m'a envoyé chez un orthophoniste, une orthophoniste, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Elle m'a aidé à coordonner mon souffle et ma voix, et je n'ai plus d'extinction de voix. Quelqu'un d'autre qui a accouché récemment, mon fils est né prématurément, je voulais l'allaiter, mais il n'arrivait pas à téter. En néonate, une orthophoniste a stimulé son odorat, ses lèvres, sa langue. Elle m'a montré comment bien me positionner au sein. Donc voilà un aperçu de ce que peut dire le grand public. Personne n'a répondu en réanimation, j'ai vu un orthophoniste. Mais bon, vous avez quand même un panel de ce que connaît le grand public. Donc en 2020, le tsunami, le SARS-CoV-2, les recos de l'HAS, réponse rapide, juillet 2020. Alors, je vous avoue qu'on n'a pas attendu juillet 2020 pour les quelques rares orthophonistes dans les CHU et CH pour aller auprès des patients atteints de la Covid. Dans mon hôpital, on est monté à, de mémoire, 79 lits d'unités, donc Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été appelée partout. Ils se sont rendus compte que quand l'orthophoniste arrivait, la DMS diminuait. Parce qu'on parlait avec les collègues tout à l'heure, on travaille vraiment tous ensemble. Donc j'ai été appelée dans toutes les unités, tous les jours, j'avais 2 ou 3 patients avec une montée en charge. Et j'ai pas dit non, je partais très tard le soir. Donc les patients à cette époque étaient majoritairement avec plus de 65 ans, mais pas tous. On a eu des jeunes et des gens qui travaillaient, des patients avec des comorbidités, mais pas toujours. On a eu des patients aussi qui n'étaient pas obèses, qui n'étaient pas diabétiques, qui n'avaient pas d'insuffisance rénale.
Donc j'ai choisi aujourd'hui de faire un focus sur la réa, puisque c'était le sujet, et les complications de la réanimation nous concernant la prise en charge en orthophonie. Donc l'intubation prolongée s'entend supérieure à 48 heures. Hein. Tout à l'heure, on parlait éventuellement à 16 heures. Est-ce qu'on appelle le kiné pour aider à une extubation difficile ? Bon, ça se discute en fonction, en effet, on disait, du patient. Mais nous, à partir de 48 heures, il peut y avoir une dysphonie, un trouble de la voix post-intubation. Vous connaissez tous les neuropathies de réanimation, donc ça va entraîner, on en parlera un peu plus tout à l'heure, des dysphagies, donc des troubles de la déglutition. On reconnaît le 10, hein, pour ceux qui connaissent l'orthophonie, on a beaucoup de 10 quelque chose. Et puis bien sûr les problèmes d'insuffisance respiratoire avec des supplémentations en O2, donc on va nous appeler pour les sevrages de trachéotomie. On est d'accord, on travaille tous ensemble. Donc l'intervention orthophonique en réanimation, dysphagie au solide et au liquide. Il faut garder en tête, vous êtes, je crois, majoritairement infirmier ou aide-soignant dans la salle. Ça ne va pas forcément de pair. On peut avoir un trouble de la déglutition aussi solide et pas forcément au liquide ou inversement. C'est une part très importante de notre travail, des attentes du service et des médecins, à savoir la prévention des pneumopathies. Vous voyez, les cercles, tout est entrelacé. Hein. Évidemment, ça va avoir des conséquences sur la dénutrition. Donc, on travaille aussi avec le diététicien pour adapter les textures. On ne peut pas travailler un trouble de la déglutition, une dysphagie, sans travailler parallèlement la voix, à savoir la dysphonie post-intubation. Donc, c'est un trouble de la voix. La posture, on en a bien parlé tout à l'heure, elle se travaille, on bosse tous ensemble, donc les kinés, les ergos, les soignants, le jour, la nuit. Et évidemment, l'orthophoniste va aussi travailler sur la posture, particulièrement sur la posture de la tête et du tronc. Hein. Donc le sevrage de la trachéotomie va faire partie d'une des interventions qui en effet est très importante. On est dans le vital avec le problème de la respiration. Respiration veut dire inspiration, pas que expiration. Mes collègues kinés souvent ont des petites machines avec les petites boules, soufflettes, je ne sais plus comment vous appelez ça. En effet, ils font souffler les patients. Et moi, j'apprends beaucoup à mes patients à inspirer. Donc les SRPR, je pense que vous connaissez, c'est quand on n'arrive vraiment pas, en tout cas dans ma réanimation et dans mon hôpital, dans les services d'aigus, quand on est coincé par rapport au sevrage de la trachéotomie ou que les médecins ou les internes qui parfois arrivent en novembre, début novembre ou début mai ne savent pas encore qu'il y a une orthophoniste dans l'hôpital. Donc les patients vont à SRPR, les services de réadaptation post-réanimation. Il y en a 7-8, je crois, en région parisienne. Garches, La Pitié, etc., Forcy, Beaumont-sur-Oise. Moi, je travaille à Argenteuil, c'est dans le 95, c'est dans le Val d'Oise. Colombe en a parlé, mais je ne vais pas détailler aujourd'hui parce que sinon, on n'en aurait pas pour une demi-heure, mais pour 3 heures que je vous parle de tout ce qu'on peut faire en orthophonie, notamment en réanimation. Donc, la communication alternative augmentée, donc la CA, avec tous les moyens de communication. En effet, comme elle disait, quand le patient ne peut plus s'exprimer parce qu'il est intubé, mais qu'il est éveillé ou qu'il est trachéotomisé, qu'il ne peut pas encore parler parce que l'orthophoniste n'est pas encore passé, ou qu'il est aphasique. On travaille aussi donc, en partenariat, on disait, avec les ergos, la mémoire, l'attention, donc tous les troubles cognitifs post-réanimation. Donc dès la réanimation, dès que le patient est capable, suffisamment vigilant pour être conscient et travailler ça avec nous, s'il a des demandes, c'est important aussi pour la famille. Et alors l'anosmie, la gueusie, je l'ai mis, mais c'est vrai que c'est plutôt pour les patients qui ont fait des AVC, surtout des AVC du bulbe. Et bien sûr, tous les patients Covid, là, on n'en a plus. Dans mon hôpital, en réa, il n'y a plus d'entrée de Covid. Donc avec tous les troubles de l'odorat et du goût, je pense que vous connaissez bien ce sujet. Donc ça va. Bon. On est à distance du repas. Donc voici les cordes vocales. Pardon, je m'éloigne du micro. Voici les cordes vocales. Avec la sonde d'intubation, vous connaissez tous cette image. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Oui. Donc là, ici, on est au niveau des cartilages aryténoïdes. C'est les deux petites, on ne les voit pas trop, c'est les toutes petites boules. C'est la partie respiratoire. Donc la sonde passe par là. À l'avant, ça va être la pomme d'Adam. Vous voyez, on la trouve sur Wikipédia. C'est pas un scoop, hein. J'ai pas mis. Donc c'est cette partie-là. Si vous voyez, c'est la pomme d'Adam qu'on a devant. Il y a le cartilage thyroïde qui se trouve là. Donc 3 conséquences de l'intubation. L'atrophie musculaire,
enfin de la réanimation. Il y a les conséquences de l'intubation, on verra après les conséquences de la sonde nasogastrique et les conséquences de la sonde à ballonnet. Donc l'atrophie musculaire, linguale, la langue, vélaire, c'est le voile du palais, et l'épiglotte. Donc on travaille beaucoup avec les kinés au niveau du renforcement de toute cette posture du haut du corps. Un défaut de fermeture glottique. La glotte, c'est l'espace entre les cordes vocales. Donc on a les deux cordes vocales qu'on dit plutôt plis vocaux maintenant parce que ce n'est pas des cordes de guitare. Hein, c'est plat, il y a un ligament, un muscle et une muqueuse. On a un trouble de la sensibilité, une absence ou un retard du réflexe de tout. Et on peut avoir des fausses routes silencieuses. C'est pour ça qu'il faut passer par un bilan. Ce n'est pas un simple test, on ne fait pas juste boire un verre d'eau. Il y a tout un bilan à réaliser. Quelles sont les conséquences de la sonde nasogastrique? La majorité de nos patients ont une sonde nasogastrique, on est d'accord, en réanimation. Donc ça peut être un défaut de mobilité des arythénoïdes, pas toujours, mais assez régulièrement. Des stases. Les stases, c'est ce qui va rester, qui va stagner. On appelle ça des stases. Donc de la salive. Au niveau des sinus périformes, c'est des petites invaginations, des petits creux de part et d'autre des cordes vocales. Le RGO, reflux gastro-œsophagien. Une sensation de gêne, de douleur, même parfois pour certains patients. Et au bout de 3 semaines, la littérature dit qu'il y a un risque d'infection. Donc c'est rarissime qu'une sonde nasogastrique soit maintenue plus de 3 semaines. Donc très souvent, on participe à la décision au moment, à quel moment va-t-on poser une gastrostomie, qui pour nous, orthophonistes, est quand même beaucoup plus confortable pour travailler la réalimentation. Donc les conséquences de la canule à ballonnet, une désafférentation du larynx, c'est-à-dire que le larynx, comme vous voyez là sur la photo, il n'y a plus rien qui passe au niveau des cordes vocales. L'air est dévié, donc le larynx petit à petit perd sa fonction, qui doit être de parler et qui peut bouger, c'est pas quelque chose de fixe dans la gorge. On a l'atrophie musculaire, pharyngo-laryngée, donc le pharynx et le larynx. Et là, tout et le raclement est impossible. On est d'accord quand on a une canule à ballonnet, ouverte en tout cas comme ça. Il peut y avoir un risque de compression de l'œsophage. Dans certains cas, le ballonnet est un peu trop gonflé, donc vous voyez, ça appuie sur la partie postérieure. Il peut y avoir même des lésions dans certains cas. Donc, quelque chose que j'ai remis plusieurs fois dans les diapos. Vous êtes tous infirmiers, aides-soignants. On ne fait jamais de déglutition, d'essai de déglutition si vous n'avez, à part pas d'orthophoniste dans vos services. Toujours pensez à dégonfler le ballonnet lorsque vous faites des essais de déglutition. Retenez bien ça. Donc, on va participer au sevrage de la trachéotomie. Le patient doit être vigilant, c'est logique, légèrement redressé, alors pas forcément complètement à 90. Du moment que l'alignement tête-tronc, il peut être à 30 degrés, mais il faut que la tête et le tronc soient suffisamment dans l'axe. Jamais la tête en arrière, comme disait, je crois, l'ergo, la kiné tout à l'heure. On n'avale pas la tête en arrière. D'ailleurs, je fais une petite démonstration rapide. On n'avale pas comme ça. On avale comme ça, le menton un peu rentré. Vous voyez? Le menton doit être un peu rentré vers le col de la chemise, on dit aux patients. Donc, on fait les essais canule fenêtrée, chemise interne également fenêtrée. Donc, on l'a déjà bien répété, c'est une prise en soin pluridisciplinaire. On ne se marche pas sur les plates-bandes, on bosse tous ensemble, on communique bien. Et dans mon hôpital, étant toute seule, tout le monde me connaît, c'est ça. Et c'est vrai que je travaille avec les kinés régulièrement. Celle qui va actuellement en réanimation, je la vois tous les jours, 2-3 fois par jour. Donc ça se passe très bien. Alors le seul problème, c'est qu'étant toute seule et ayant beaucoup de patients aussi en MPR, je ne peux pas aller en réa tous les jours. Quand j'ai un patient, 2 ou 3, j'y vais tous les jours. Là, il y en a moins. Donc, elle, je la forme, en fait. Elle se sent pas... Elle est jeune diplômée. Donc, en fait, je la forme, je lui explique. Et c'est pas grave. Je dis, je m'en fiche. Bon, tant mieux s'ils embauchent à terme un ortho en réa, qui ne va qu'en réa. Mais l'essentiel, c'est que les patients soient bien soignés. Donc, voilà. Et alors, l'aspiration endotrachéale, on est obligé de la faire en binôme parce que ça n'est pas notre nomenclature. C'est celle des kinés et des infirmiers. C'est-à-dire que les orthophonistes n'ont pas le droit, ce n'est pas notre décret de compétence, on n'a pas le droit d'aspirer. Or, quand on est en train de faire un essai de déglutition au lit d'un patient, on est coincé. Donc, je suis toujours obligée de demander à une collègue infirmière « peut venir avec moi ?» au cas où. Bon, en général, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est jamais. Et dans certains services, il y a une dérogation du médecin-chef pour que l'orthophoniste puisse aspirer, notamment dans les SRPR.
C'est un geste qui s'apprend, bien sûr. C'est une question de responsabilité et d'assurance. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sevrer la trach? On vérifie la perméabilité de la filière laryngotrachéale. Donc, le plus important, c'est que le patient, on est bien en réanimation, ils ne sont pas toujours confortables, donc il faut qu'ils soient confort au niveau respiratoire. Comme je disais, à la fois inspiration, expiration, dans les deux sens. Parce qu'on parle sur le souffle et avec de l'air. Donc, le ballonnet dégonflé. Je commence à faire quoi? À obturer la canule tout simplement au doigt. Alors propre, mais bon, voilà. Ça permet de réafférenter le larynx et que l'air ne passe plus par la canule et sorte au niveau des cordes vocales. Ça me permet de vérifier aussi la toux et la voix. Donc je vais faire quelques exercices pour voir le timbre vocal, donc des exercices de sonorisation. Et seulement à la fin, je me dis, je peux essayer de voir. D'ailleurs, souvent, la déglutition salivaire, elle se fait pendant ce petit test. Et ça permet de se dire que oui, en effet, les médecins, ils me demandent, et OK, on peut passer à l'étape suivante, qui est celle de la valve phonatoire. Ballonnet dégonflé, toujours. Donc à ce moment-là, c'est très chouette parce que le patient peut reproduire quelques sons. C'est génial pour la famille aussi, pour l'équipe, qui enfin le comprend mieux. Alors, il y a tous les codes de communication dont parlait ma collègue ergothérapeute. Donc, au fur et à mesure, on peut s'en passer. C'est quand même des choses contraignantes. Ça demande des manipulations. Donc là, il y a un peu de son qui peut arriver. Et on travaille l'augmentation de l'inspiration et de la pression expiratoire. Le but étant à ce moment-là de restaurer la phonation et la déglutition en parallèle toujours. On surveille les paramètres. C'est sûr qu'en réa, ce qui est pratique, c'est que, voilà, il y a une stagiaire qui est tombée par terre. Bon, la réa, ça reste impressionnant. Nous, on y vit. C'est pas compliqué pour nous, mais parfois, voilà. Donc, elle est tombée par terre. J'ai même pas eu le temps de me retourner, qu'il y avait déjà 2 infirmières qui étaient avec elle, les pieds levés. OK, bon, elle va bien. Donc, quand on est à cette étape de la valve phonatoire, on peut alterner valve phonatoire, ballonnet dégonflé, et nez artificiel, ballonnet gonflé. Parfois, les patients ne supportent pas très longtemps la valve quand on a cette étape. Et puis, bon, quand tout va bien, alors la littérature dit, en tout cas dans mon service aussi, ils font comme ça, 96 heures avec une valve et on passe au bouchon et on décanule. Donc, voilà, je fais vraiment un focus sur la dysphagie et la dysphonie post-intubation. Donc, l'ortho en réa, dysphonie post-intubation, on va travailler sur le trouble de la propulsion linguale. La fermeture de la glotte pour éviter les fausses routes, les inhalations, et l'hypotonie des muscles pharyngolaryngés. Donc, je vous disais, ce n'est pas un simple test, on fait un bilan qui est très complet, ça peut nous prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, et parfois on le fait en 2 fois, donc il faut revenir l'après-midi. Le bilan est analytique, il est fonctionnel, on teste les paires crâniennes. Le petit dessin, je ne sais pas si on voit. Ouais, bon. Donc, qu'est-ce que je regarde? En intrabuccal, toujours, parce que parfois, il y a des mycoses qu'on ne voit pas forcément. C'est là aussi où on bosse beaucoup avec les aides-soignantes, parce que moi, j'ai besoin que la bouche soit propre, j'ai besoin qu'il n'y ait pas de mycose. On ne peut pas avaler, on ne peut pas déglutir correctement. Quand la mycose, parfois, elle descend très bas au niveau de l'œsophage. Donc, est-ce qu'il y a des stases et comment est l'état dentaire? On peut mâcher et avaler sans prothèse sur les gencives, il n'y a pas de problème. Du moins que ça ne blesse pas les gencives, on peut manger des choses même dures. Là, on est en réa, on ne va pas manger des morceaux durs pour l'instant, mais gardez en tête que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'appareil dentaire qu'on met systématiquement le patient en purée et en eau gélifiée. Donc, on regarde aussi l'examen des fonctions oromyofaciales, donc la bouche, les muscles, la face, intérieure, extérieure, la motricité et aussi la sensibilité. Je vais tester parfois différentes textures. Je vais avec un abaisse-langue, je vais aller regarder les piliers du pharynx en arrière. Alors, il y a des patients qui n'ont aucun réflexe nauséeux. OK. Parfois, c'est normal, parfois, c'est pas normal. Chez nous, chez vous, là, dans la salle, il y a sûrement plein de gens qui, dès qu'on ouvre la bouche, ont envie de un réflexe nauséeux, un haut le cœur, d'autres pas du tout. C'est pas forcément un gage de trouble de la déglutition et de fausse route. Mais ça peut participer, donc on regarde tout ça. La posture, on en a parlé, la toux. Sans toux, ça veut dire que s'il n'y a pas de toux, c'est-à-dire que les cordes vocales ne ferment pas. D'accord? Donc si la toux, elle n'est pas forcément... J'expliquais à mes collègues kinés, puis c'est vrai que comme Colombe, je donne 3 formations de 3 heures dans l'année, formation institutionnelle sur ça. La toux, ça ne vient pas forcément des poumons, c'est pas forcément un problème de kiné-respi, c'est un problème de fermeture des cordes vocales, qu'elles ne ferment pas correctement.
Donc voilà, ça c'est important de regarder. Et l'ascension du pharyngolarynx, c'est-à-dire quand on avale, si vous mettez la main sur votre gorge, au niveau de la petite bosse qui est là, la petite boule, en avalant, vous verrez obligatoirement ça monte, ça descend. Vous pouvez le faire. Hein. Et ensuite, je teste les aliments et les boissons. Alors, je suis très contente parce que je n'ai pas vu d'eau gélifiée sur les diapos précédentes et c'est génial. L'eau gélifiée, je voudrais qu'il n'y en ait plus du tout en réanimation, ni en gériatrie d'ailleurs. Mais je ne peux pas être partout. Et le problème de l'eau gélifiée, 1, ce n'est pas quelque chose qu'on boit tous les jours. 2, ça n'a quasiment pas de goût. 3, ça a cette espèce de texture un peu hybride entre solide et liquide. 4, ça ne donne aucune sensation. Donc ça n'aide vraiment pas. Donc ce qui serait génial, c'est qu'on fasse les premiers essais de déglutition avec de la compote lisse. Pas la compote de poire avec les petits grains, et la compote de fraises ou de framboises avec les petits grains, une compote de pommes lisses. Je vois tous les yeux. On arrête de gélifier, sincèrement. Il y a un protocole à Forcy, pour ne pas le nommer, hein, OSRPE de Forcy, qui a bien montré qu'il y avait un avantage à faire les premiers essais de déglutition avec de la compote. Ça ne change strictement rien, hein, compote gélifiée. C'est simplement appétissant, quelque chose qu'on connaît, naturel, et qui donne une réafférentation au pharyngolarynx. Et pour les liquides, on va tester, donc pas l'eau gélifiée, on va tester l'eau gazeuse, et si possible avec de la menthe. Okay, ce qui permet de donner une appétence. Alors si le patient déteste, on lui demande, hein, n'oublions pas, il est vigilant à ce niveau-là. S'il déteste la menthe, on va tester autre chose. Si vraiment il dit j'ai horreur de l'eau gazeuse, on va essayer l'eau plate, hein, c'est pas grave. On essaie à la cuillère à café. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 cuillères à café. J'ai créé un protocole. Je ne vous ai pas mis parce que sinon, 3 heures après, on est encore là. Un protocole de test, mais pour le coup, un test de dépistage, ce qui m'évite à moi de venir tout de suite. Les médecins ne m'appellent pas forcément tout le temps. Et les infirmiers sont formés à ce test. Donc voilà. Et parfois, j'ai besoin d'un examen complémentaire. Donc j'ai la chance d'avoir les ORL sur Argenteuil qui viennent au lit du patient. Si je suspecte autre chose, une pathologie autre, un autre problème. Et ils peuvent faire des nasofibroscopies au lit du patient. Ce n'est pas toujours hyper confortable pour eux. Ils viennent aussi quand j'ai besoin d'eux en médecine poly, en pneumo. Voilà, ils sont adorables. Donc, qu'est-ce que je fais en rééducation, en réa, avec ces patients-là? On a dit, hein, les objectifs, on essaie de compenser le déficit de propulsion de la langue, on protège les voies aériennes supérieures, éviter les pneumopathies, sevrer la sonde nasogastrique et bien sûr, sevrer la GPE. Hein. Moi, les patients, je vous disais, j'ai fait master parcours de soins il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que ce qui est génial, c'est que les patients, je les suis de la réa à la médecine générale, à la MPR, puis après, ils sortent. Donc, j'essaye aussi de les sevrer assez rapidement la sonde de la gastrostomie. Et on prévient la dénutrition. Donc, les exercices, hein, c'est très moteur. C'est des exercices et des manœuvres intrabuccales où je vais pousser la langue pour vraiment renforcer le pushing postérieur, des manœuvres comme Mendelssohn, Masako, Shaker, si ça vous intéresse, vous regarderez. Et je fais aussi pas mal de manipulations laryngées externes pour renforcer le rapprochement des cordes vocales et tout ce qui est pharynx. Et bien sûr, la coordination entre le souffle et la voix. Les textures, on en a parlé. Alors, c'est très compliqué sur les hôpitaux. Je ne sais pas comment ça se passe en province. J'aimerais bien avoir un retour. Du coup, ce serait l'occasion. Mais depuis 2015-2016, il y a la classification internationale des textures. J'ai mis là IDDSI. Alors, excusez mon anglais, mais International Diet Dysphagia Standardization Initiative. C'est bien, hein. C'est en fait pour parler le même langage. Qu'on soit à Nice, à Marseille, à Clermont-Ferrand, je ne sais plus où vous êtes, ou à Paris, ou en EHPAD, ou à domicile, on va parler la même langue et on va parler de la même chose. Moulinet, moulinet fin, moulinet neuro, haché, ça veut dire quoi? Bon. Donc en fait, là, c'est IDDSI 4 ou 5. Vous trouvez sur Internet très facile, vous tapez. Alors il faut trouver la dernière, la plus récente, et en français, parce que c'est vraiment un groupement international. Et donc on essaye petit à petit, mais voilà, une orthophoniste dans un hôpital, c'est pas forcément évident, mais on y arrive. Et les postures, très important, où on bosse avec les kinés, les ergos, les soignants, on ne peut pas bosser tout seul là-dessus. Donc on va faire des exercices de flexion, de rotation, de recul du menton, et là le patient y participe. Ça m'arrive même de lui laisser un petit programme, ou de laisser à sa famille un petit programme, ou de laisser au kiné un programme, qui parfois le kiné vient plus souvent que moi. Voilà. Donc la dysphonie, c'est la voix. Enfin, le trouble de la voix. Alors,
l'un va avec l'autre, hein, vous avez compris, dysphonie, dysphagie, je travaille les deux en parallèle. Les troubles de post-réanimation et extubation vont être, là, parfois, hein, pas toujours, parfois ça va bien, l'hypomobilité laryngée par compression d'un nerf, l'inflammation de la muqueuse des cordes vocales, ou une lésion traumatique. Donc ça, je peux la suspecter. Quand je fais mon bilan, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas, d'où je vais demander un examen complémentaire. On peut avoir une luxation du petit cartilage qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, enfin sur celle où il y a le tube d'intubation. Parfois, on peut avoir un arytenoïde qui a été luxé. Et comme disait, on évoquait, on extube, on réintube. Il est vrai que moi, je préfère éviter, mais parfois on n'a pas le choix, c'est pas moi qui décide, c'est les médecins, d'extuber. Parfois, le patient s'extube tout seul. Mais dans l'idéal, je préfère que le patient garde sa sonde d'intubation 10-12 heures de plus, en effet, plutôt que d'avoir une extubation et ensuite une réintubation. On peut avoir des granulomes. Les granulomes, c'est des petites boursouflures sur une des cordes vocales, souvent en arrière. Hein. Ou une synéchie, vous savez, la synéchie, c'est les cordes vocales qui se rapprochent avec une petite peau qui se fabrique à l'arrière. Donc c'est très gênant pour parler. Donc pareil, le bilan, cavité buccale, posture. Alors le timbre, la voix, c'est pas juste blabla comme ça. On n'a pas une voix de robot, sinon je parlerais sans aucune intonation. Je peux pas parler en chuchoté aussi. Donc la voix, il y a 4 paramètres. Donc je regarde les 4 paramètres. Je vous ai pas mis tous les tests où on va chronométrer. Je vous ai juste mis l'intensité, la hauteur, la prosodie et le timbre. Ce qui fait qu'on peut avoir une voix comme Nathalie Dessay, ou une voix comme Garou, ou une voix comme Macha Merrill, ou une voix comme Pavarotti. Vous voyez, donc c'est pas les mêmes voix. Moi, je vais demander souvent aux familles ou aux patients, vous n'auriez pas une voix, votre voix, comment elle est, votre voix, c'est plutôt grave, plutôt aigu. Le temps maximum de phonation est très lié au souffle. Ça va être ah, allez-y, faites un pendant très longtemps. Il y a des normes, hein, des écarts types à la moyenne, etc. Pareil pour le rapport S sur Z. Le score d'intelligibilité, c'est intéressant aussi à regarder. Alors, parfois, on ne peut pas faire tout ça en réa parce que ça va prendre du temps, donc il faut revenir. C'est comment le patient ressent sa voix. Et bon, en même temps, c'est intéressant, ça permet d'avoir un paramètre un jour J. Puis on réessaye quelques semaines après. Quand il est sorti de réa, on voit ce que ça donne. On a une évolution. Et le Voice Handicap Index, c'est comment le patient ressent sa propre voix. Parfois, on a des surprises. Hein. Par rapport au physique de la voix, nous on se dit « Oh là là, votre voix, elle doit être comme ci, comme ça ». Il dit « Non, non, en fait, j'ai une voix comme ça. » Bon, toujours les examens complémentaires de nasofibroscopie, c'est le plus simple. Après, on aime bien la vidéo fluoroscopie, mais on n'a pas toujours ça dans les hôpitaux. Donc les exercices rapidement, mais la rééducation, toujours, hein, les objectifs sont de protéger les voies aériennes supérieures, fermer l'espace, la glotte, et faire vibrer. Parce que ce n'est pas que du muscle, on ne fait pas que rapprocher les cordes vocales, il faut aussi les faire vibrer. Sinon, on n'a pas de voix. L'objectif étant de communiquer oralement et de façon sonore. Parfois, les soignants sont super contents, ils me disent « Ah ouais, c'est chouette, maintenant je comprends le patient. » En fait, il parle, on va chuchoter. Bon, c'est déjà bien, hein, mais il n'a pas de voix. Il me dit « Si, il a de la voix, je l'entends, je le comprends. » Je vais voir, mais non. Mais comme il parle très bien en chuchotant et en articulant fort, on a l'impression qu'il a une voix. En fait, non, il n'a pas de son, mais il articule en chuchotant. Donc, je travaille à la coordination, enfin, l'orthophoniste travaille à la coordination pneumophonique entre le souffle et la voix. Toujours pareil, hein, la posture, les flexions. Les chaînes d'occlusion, c'est vraiment faire des sons très rapides sur des voyelles, enfin très rapides, rythmés sur des voyelles, les tenues vocaliques, des sirènes. Et on aime bien jouer avec la paille en orthophonie. Alors on a un petit problème avec la paille parce que les pailles, elles sont soit toutes petites rikiki dans les, vous savez, les petits jus de fruits là. C'est trop petit pour nous, ça va pas. Bon, puis maintenant l'Union européenne interdit le plastique, donc on peut plus avoir de paille en plastique. En contrebande un peu encore, mais bon. J'avais quelques lots en contrebande. Ça a mis 2 mois pour arriver à l'eau de paille en plastique. Alors, on essaie de passer aux pailles en carton. Le carton, ça ne va pas dans la bouche au bout d'un moment. Vous savez, les pailles des cocktails, hein, les mojitos, tout ça, ça se ramollit, ça ne marche pas. Les pailles en métal, bah, ce n'est pas agréable dans la bouche. Et puis, on ne peut pas les pincer. Et on a besoin de pincer, d'écraser pour travailler le calibre avec les pailles. Donc, bon, vive le plastique. Voilà. Donc, à vie, hein, si vous avez en contrebande, je veux bien, marché noir. Donc pour conclure, oui, hein, l'orthophoniste a sa place en réanimation pour sevrage de la trach, dysphagie, trouble de la déglute, trouble de la voix, la posture, la prévention des pneumopathies, la dénutrition, le goût, l'odorat, la communication, la mémoire, l'attention. Bon, vous voyez, il faut une ortho par réanimation, hein, avis au cadre au-dessus. J'ai entendu qu'il y avait des chefs là. Donc bien sûr, travail en équipe et avec le patient. L'une de mes collègues a parlé du travail avec le patient, c'est indispensable, et la famille. En réa, chez nous, la famille, elle a le droit de venir 24 heures sur 24.
Pas pendant la Covid, mais après. Si, il y a eu même un protocole de visite des familles en réhab, c'était quand même très, très important. Donc, il faut embaucher des orthos. Et les rares orthos qui sont présentes dans les services, il faut absolument qu'on forme, qu'on informe les équipes. Ils sont très, très demandeuses. Toutes mes collègues, à chaque fois qu'elles me voient, elles sont vraiment très demandeuses. Et alors, les médecins, moi, ma formation, elle est ouverte aux médecins et aux internes. J'en ai pas vu un seul, en fait, pour l'instant. Donc, je les vois dans le service. Et je sens qu'ils ont plein de questions, mais je dis, venez à ma formation. Ah ouais, mais alors voilà, dans les hôpitaux, il y a 2 budgets différents, un pour les médecins et un pour les paramèdes. En tout cas, ils doivent prescrire. Donc, c'est sûr que, comme disait l'ergo, ma collègue, et je pense qu'en kiné, c'est pareil, hein, les prescriptions, c'est obligatoire. Peut-être qu'un jour, on pourra, comme les psychologues, aller dans les services, mais c'est une réflexion. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une prescription ou pas? Je ne sais pas. Je vous ai mis quelques références, et pour ça, si vous voulez m'écrire, je peux vous envoyer les slides. Et alors, voilà, il y avait la chaise et réponses rapides. Alors, si ça vous amuse, mais c'est pour ma gloire personnelle et celle du kiné que j'aime beaucoup, qui était en 2020 avec moi, et là, il est parti. Il y a sur le Facebook de l'hôpital d'Argenteuil, je fais de la pub pour l'hôpital. Vous tapez mon nom, Covid-19 et rééducation orthophonique, et on avait fait un reportage France 3, Région Île-de-France. Voilà, le 7 mai 2020 à 16h50, c'est comme ça que Marc Guillou, que vous connaissez, j'imagine tous, m'a repéré, m'avait proposé d'intervenir. J'étais très, très fière et un peu stressée et très heureuse, c'est sûr. Donc voilà, donc merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce topo de qualité. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous préconisez alors après chaque extubation que l'orthophoniste vienne pour tous les patients en réanimation? Pas forcément. C'est vrai que c'est une décision médicale. Il y a des extubations, comme on disait tout à l'heure, qui se passent très très bien, où le patient retrouve tout de suite sa voix, où tout de suite il peut avaler et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça dépend. Oui. Est-ce que vous testeriez la voix immédiatement après l'extubation? Alors ça, dans la littérature, tout n'est pas encore très clair, mais apparemment, 24 heures, d'après ce que j'ai lu dans les articles, 24 heures après une extubation, on peut commencer à tester la voix. Parce que, par exemple... Mais c'est pareil, ça dépend des patients. Oui, mais parce que moi, avant, j'étais dans un autre hôpital où j'ai appris à extuber les patients et on m'avait dit de ne pas solliciter la voix du patient immédiatement après l'extubation. Et là, à Bordeaux, on m'a dit l'inverse. Et c'est vrai que j'ai jamais trop cherché, mais... À Bordeaux, on vous dit combien de temps après l'extubation, du coup, qu'on peut commencer à... Et par exemple, je vous donne un exemple, mais si on extube, si le médecin est là et souvent il tourne dans les parages, il va venir, il va dire alors dites-moi quelque chose, dites-moi tout de suite quelque chose, qu'on voit si vous parlez. Oui, ça me choque pas. Moi aussi, ils font comme ça. Après, en effet, il y a des extubations qui se passent très bien. En fait, le tube, il passe au niveau de la partie cartilagineuse, au niveau des aryténoïdes, il passe en arrière. C'est la partie postérieure qui, en fait, est très peu vibratoire pour la voix. La voix, elle vibre sur les 2 tiers antérieurs. Donc, ça ne me choque pas du tout. Mais c'est justement à ce moment-là, si au bout de peut-être 24 heures, il n'y a pas du tout de voix, il n'y a pas du tout de son, là, à ce moment-là, oui, on peut appeler l'orthophoniste. Et juste, moi j'aurais aussi une petite question. Donc, la réanimation, je travaille, il y a aussi une forte activité de neuroréanimation. Et on a de plus en plus, alors chez les patients qui sont intubés ou trachéotomisés longtemps, on a maintenant des sondes de trachéo ou des sondes d'intubation avec un dispositif d'aspiration sous-glottique qui permet des aspirations alternatives pour éviter chez les patients qui ont des hyperchalorés, qui bavent en continu, quoi. Est-ce que chez ces patients-là, une fois décanulés ou extubés, est-ce que vous retrouvez plus de troubles de déglutition ou est-ce que ce dispositif-là a une incidence ultérieurement sur la déglutition? Est-ce que vous avez des infos? Alors, moi, Argenteuil, je n'ai pas ma connaissance ce genre de dispositif d'aspiration sous-glottique, sous la canule, sous le ballonnet. C'est ça en continu qui aspire en... Au-dessus. Juste au-dessus, qui aspire en continu. Au-dessus, parce que du coup, en dessous, je ne comprenais pas. Au-dessus le ballonnet. En continu. Alors nous, notre protocole, c'est plus alternatif. On a un dispositif qui aspire à moins 100 mm de mercure sur, je crois, 30 secondes, de temps en temps, de façon alternative, uniquement chez les patients qui ont des hyperchalorés. Je ne suis pas forcément très pour, mais en effet, après, il faut faire des études. Il faut voir avec ou sans ce dispositif. Parce que moins on aspire, moins on traumatise la muqueuse. Voilà. Mais
Il faut, voilà, on a un sens, enfin, on se dit, ça paraît pas une bonne chose. Les hypersialorées, c'est ce que je parlais des stases salivaires. En fait, ce qui est assez compliqué, c'est pour ça qu'il faut vraiment dégonfler le ballonnet pour faire ces essais de salive, de déglutition de la salive et les premiers tests de déglutition. Parce qu'au moment où on dégonfle le ballonnet, si on aspire, bon, tout le monde aspire, théoriquement, on aspire tous en même temps qu'on dégonfle le ballonnet. Mais parfois, il y a des soignants, même médecins internes, hein, qui donnent à manger, compotent, et puis tout va bien en fait. Mais non, le ballonnet, il n'est pas dégonflé. Donc en fait, ça stagne au-dessus du ballonnet, ça fait des fausses routes silencieuses, ça passe complètement entre les cordes vocales. Alors un peu qui passe dans l'œsophage quand même, hein, mais ça passe dans les cordes vocales. On ne s'en rend pas compte, le patient ne tousse pas, il ne peut pas. Donc il y a un problème de sensibilité et à un moment donné, on dégonfle le ballonnet et là, pneumopathie. Donc le système, en effet, pourquoi est-ce qu'il bave? Pourquoi est-ce qu'il bave alors que le ballonnet dans votre système, comment est le ballonnet à ce moment-là? Non, c'est uniquement des patients donc ventilés encore. Ouais. On n'est pas au stade de D'accord, donc c'est avant. C'est bien avant. Ils sont intubés, ventilés et ils ont, alors vu qu'ils sont sédatés et tout, ils sont hypersialorés, on met ce dispositif pour aspirer sécrétion. Alors en fait, il y a un peu de guéguerre dans mon service, parce qu'il y a des médecins qui disent que surtout chez les neuros, ça diminue un peu les PAVM puisqu'il y a moins de stase au-dessus du ballonnet. Et il y en a d'autres qui disent oui, mais à l'extubation, il y a des premiers écrits qui semblent dire que ça crée des œdèmes laryngés. Donc voilà. Donc je sais pas. Donc je pense qu'il faut attendre, il faut voir les écrits en effet. Si c'est assez récent comme système. Oui, enfin, nous en tout cas on l'utilise. Je sais pas si ça s'utilise dans d'autres animations. Parce que nous, on en a pas partout. On en a pas partout, je pense. Non. On en a pas partout, ouais, c'est sûr. Et un réel intérêt pour les infections buccales et Ouais. pour les Après, plus sur des patients neuro. De toute façon, voilà, c'est ça. Je pense que ça dépend des patients. Tout ce qu'on sait, c'est que moins on aspire, moins on traumatise la muqueuse. Mais après, il y a une priorité respiratoire. C'est ça qui est le plus important, le côté vital. Et juste dernière très rapide question, parce qu'on a plus que débordé. Donc du coup, si je récapitule, parce que ça, moi en tant qu'infirmier, ça m'intéresse énormément. Et j'avoue que là, ce que vous venez de dire, je l'ai appris il y a 1 an. J'ai un peu honte parce que ça fait un petit moment maintenant que je suis diplômé. Parce que Il n'y a pas assez d'orthophonistes là. Non, mais en fait, et même je pense quand vous expliquez que les médecins ne viennent pas à vos formations, ben, je le déplore aussi parce qu'en fait, dans mon service, nos médecins nous disent de faire un test de déglutition ballonnet gonflé, vous voyez, parce qu'ils nous disent ça protège les voies aériennes. Et j'ai croisé une fois l'orthophoniste qui s'est mis les mains sur la tête quand j'ai expliqué ça et qui m'expliquait en gros que ça ne servait à rien de faire un test de déglutition si le ballonnet n'était pas dégonflé, si le patient n'était pas ventilé, s'il déglutissait pas sa propre salive. Il me dit ça ne sert à rien, c'est brûler des étapes. Tout à fait. Donc vous êtes d'accord avec ça. Et donc je retiens aussi le coup de l'eau gélifiée, donc plutôt de la compote sans morceaux. Sans grains. Même la compote de poire, par exemple, n'est pas bonne parce que le patient il a été intubé, même 48 heures, il n'y a plus rien qui a été dans sa bouche depuis un certain temps, voire parfois 3 semaines, 1 mois. Donc il faut que ce soit très lisse. Mais en effet, c'est mieux la compote, bien sûr. Et avec plutôt une compote qui sort du frigo, c'est ça ma question? Oui, froid. oui. Alors, voilà. je n'ai pas parlé de ça, mais en effet, tout ce qui est frais sollicite davantage au niveau sensitif. Donc, complètement. Ouais. Très bien. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Plaisant.